Bonjour tout le monde, merci, vous êtes déjà très nombreuses et ponctuelles, donc c'est super, ça fait plaisir. Juste une petite introduction, après je laisserai la parole à Julien. Tout d'abord, déjà, merci d'être venu. L'objectif de cette rencontre, c'est de faire découvrir la technologie des sites 84. 84, c'est l'agence web de Julien, qui est mon partenaire à la vie et au travail. C'est un webinaire qui va forcément intéresser les élèves qui ont pris déjà l'option et qui vont pouvoir découvrir un petit peu plus précisément comment ça fonctionne et comment on se sert de ces sites-là, tout ce qu'on peut y faire. Ça va intéresser probablement aussi les élèves qui n'ont pas encore pris l'option et qui hésitent. Et évidemment, c'est intéressant aussi pour les visiteurs du forum qui sont présents aujourd'hui et que je remercie d'être venus, puisque ça va être l'occasion de découvrir un peu plus concrètement ce que c'est un site web, comment ça marche. Peut-être que vous n'avez encore jamais mis les mains sur un tableau de bord. Donc voilà, je pense que cette rencontre, elle est assez intéressante pour tout le monde, que tout le monde va y prendre plaisir et puis des informations intéressantes pour la suite. Je pense que tu as prévu un temps d'échange. Oh non. Non, il y aura sûrement un temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne rencontre et merci Julien de nous offrir de ton temps de cerveau. Allez, ok, c'est parti. Donc j'ai appelé ça la tranquillité web pour votre entreprise parce que vraiment, quand j'ai construit techniquement mon offre de site web, c'est à ça que j'ai pensé à chaque moment du développement, à la tranquillité pour la personne qui allait utiliser ça. Faut savoir qu'en premier, j'ai créé des sites web pour Manon, donc mon but c'était aussi qu'elle soit elle tranquille, et du coup que je sois moi tranquille. Et je pense que la tranquillité web, c'est une vraie valeur cardinale chez 8.4 parce que la tranquillité de mes clients, c'est ma tranquillité à moi aussi. Donc, si eux, ils sont bien, moi, je suis bien. Donc, voilà, c'est win-win, comme on dit. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelques diapos sur mon parcours. Bon, c'est pas forcément hyper intéressant, mais comme il y a beaucoup de personnes ici qui sont en reconversion, je me suis dit que ça serait marrant de vous montrer ce que moi j'ai fait. Parce que vous allez voir, c'est quand même assez fort en termes de reconversion. Donc j'ai fait des études de biologie, jusqu'à un doctorat en génétique des populations que j'ai eu. Donc je vous ai mis la petite image de comment je me voyais pour les 40 prochaines années. Et finalement, il y avait un petit détail qui est venu un peu tout faire clocher, c'est que pendant mes études, j'ai découvert la musique électronique et je me suis trouvé une vraie passion pour ça. Et du coup, enfin, une fois que j'ai obtenu mon doctorat, j'ai décidé de pas continuer pour plein de raisons que j'expliciterai pas ici. Et j'ai décidé de me consacrer à la musique électronique. Alors enfin, je me suis bien amusé, mais le problème, c'est qu'à un moment, il a fallu que je gagne ma vie avec ça. Et donc, ce que j'ai trouvé comme technique pour gagner ma vie en continuant de faire de la musique électronique, c'est que j'ai fondé une marque de fabrication d'instruments de musique électronique qui s'appelle Ferd Instruments, euh, que j'ai arrêté depuis. Mais donc, je fabriquais enfin pas des petits, je fabriquais des instruments de musique électronique. Euh, donc là, on voit une très belle photo que mes collègues photographes ont fait à l'époque. Donc c'est un de mes instruments que vous voyez ici là. C'était ce genre de truc là que je fabriquais. Bien sûr, au bout de 5 ans à peu près, j'avais une SARL, j'étais tout seul, je devais gérer la compta, les liasses fiscales, le développement de nouvelles machines, la fabrication des machines. Alors je soudais toute l'après-midi dans mon appartement. Le soir, je discutais avec les Chinois qui fabriquaient mes circuits imprimés. Je dormais plus, je passais ma vie à faire ça et je gagnais pas énormément d'argent non plus. Donc au bout de 5 ans, je me suis bien amusé, j'ai fabriqué quelques instruments, j'en ai vendu aux Chemical Brothers et tout, et j'ai décidé quand même d'arrêter parce que ça devenait trop lourd. C'était surtout la naissance de ma fille, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et donc là, j'ai rebifurqué. Et donc j'ai pris un job alimentaire dans une boîte qui est à côté de chez nous qui s'appelle 8 System. Et en fait, c'est une boîte qui fait du contrôle d'accès pour notamment les salles de sport, genre Fitness Park. Si vous êtes déjà rentré avec une petite carte que vous devez badger sur la porte d'entrée, bah, c'était cette boîte-là qui gérait ça.
Alors c'est parti d'un job alimentaire, mais finalement j'y suis resté 5 ans aussi. J'y ai pris quand même pas mal de plaisir. J'ai fait plein de trucs différents. Heu, je me suis occupé de plein de bases de données clients, donc ça m'a quand même un peu mis les pieds dans des trucs qui sont un peu en rapport avec le web. Mais j'ai surtout, recruté des personnes, géré des équipes, géré un SAV, et cetera, et cetera. Et donc, au bout de 5 ans de IT System, où c'était quand même assez, enfin c'était quand même alimentaire, donc c'était pas trop aligné avec, ce que je voulais faire dans la vie. J'ai décidé d'arrêter. Ça faisait quelques années que Manon était déjà rédactrice web et donc j'ai décidé de venir un peu en appui, de ce qu'elle faisait et c'est comme ça qu'on a monté, 8-4, un peu tous les 2, un peu moi tout seul et donc 8-4, c'est notre partie, développement de site web, notamment. Donc vous voyez, en termes de reconversion, j'ai quand même pas mal donné et donc j'ai fini, par monter 8-4 et comme vous, je suis devenu entrepreneur, enfin comme vous, peut-être dans le futur, peut-être déjà. Je suis devenu entrepreneur et donc j'ai vu qu'être entrepreneur, bah, ça voulait dire, gérer beaucoup, beaucoup de choses, en même temps, donc et notamment dans une seule journée et donc là, j'en ai profité quand j'ai fait cette slide pour faire un peu je sais pas, le bilan des grands postes qu'occupaient mes journées d'entrepreneur. Et donc, il y a le développement de futurs business, donc de futurs produits, par exemple. Il y a la prospection, chercher des prospects, faire le commercial, etc. Bon, il y a le cœur de métier qui est de fabriquer des sites web, j'y passe quand même du temps. Il y a la communication avec mes clients au jour le jour. Il y a tout ce qui est administratif et compta. Bien sûr, il y a l'organisation personnelle qui prend aussi un petit peu de temps là-dedans et il y a le marketing et la visibilité qui sont forcément à travailler. Alors tout ça, ça interagit, les uns avec les autres. Donc par exemple, le marketing et la visibilité, si on le travaille bien, ça va nous aider pour la prospection et le commercial. Si on développe bien son business, ça peut nous aider dans le cœur de métier, et cetera, et cetera. Bon, tout ça, ça prend quand même vraiment beaucoup de temps et il y a notamment là-dedans des tâches que j'ai appelées sans valeur ajoutée. Après, ça dépend des gens, mais donc pour certains, ça sera l'administratif et la compta, pour d'autres, ça sera s'occuper de son site web, par exemple. Mais l'idée, c'est que ces tâches sans valeur ajoutée par rapport à son métier, elles volent des heures précieuses à toutes les autres tâches qui font vraiment tourner l'entreprise et pour lesquelles on a envie de se consacrer. Pardon. Alors moi, la clé que j'ai trouvée pour m'en sortir avec tout ça, c'était d'automatiser au maximum ce qui pouvait l'être, d'optimiser le plus possible ce qui devait être optimisé, et je retombe sur la tranquillité qu'on a vue tout à l'heure, retrouver la tranquillité sur les domaines qui me passionnent vraiment pas, comme par exemple la comptabilité. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de vraiment cette partie-là, marketing et visibilité, même si encore une fois, tous ces trucs-là communiquent ensemble. Donc si vous avez un bon marketing, ça facilite la prospection notamment, mais ça peut vous aider aussi dans l'organisation personnelle, ça peut vous aider aussi dans la communication avec les clients, etc. Et donc, l'outil dont je vais vous parler aujourd'hui pour aider les entrepreneurs dans leur marketing et leur visibilité sur Internet, c'est le site web. Et en 2026, même si un site web, c'est une technologie qui date un peu, ça reste quand même un pilier central de la visibilité et du marketing pour une entreprise. Alors pourquoi? Parce que d'abord, avoir un site web, avoir une sorte de présence en ligne, ça permet, d'obtenir une certaine crédibilité. La plupart des gens aujourd'hui, quand ils passent un achat, ils vont vérifier sur internet avant si, vous avez une présence en ligne et à quoi elle ressemble. Donc, un site web, c'est quand même signe de crédibilité et de professionnalisme. Ça permet surtout un trafic gratuit sur votre site et pérenne quand c'est bien fait. Donc voilà, c'est un panneau d'affichage que vous avez mis dans la rue et qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. A priori, c'est censé être autonome. Euh, et du coup, c'est ce qu'on appelle un investissement de survie dans le sens où si vous ne le faites pas, vos concurrents ils prennent déjà un gros avantage par rapport à vous si eux, ils ont un site web. Alors c'est un investissement de survie, certes, mais des fois c'est un peu un cauchemar en cuisine aussi. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà un site web, ont déjà été confrontés à ces cas-là.
Mais je suis sûr qu'autour de vous, il y a des expériences de ce type où vous avez un site web et d'un coup, vous faites une mise à jour et il y a tout qui se casse, il y a plus rien qui marche. Ou alors vous avez un site web et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui vous téléphone et qui vous dit: «C'est bizarre, il s'affiche, bizarrement», puis vous vous rendez compte qu'il y a des bugs et vous savez pas d'où ça vient. Vous faites un site web et ça marche plus, vous décidez de mettre une ancienne sauvegarde et vous vous rendez compte que, en fait, ça fait des mois que vous avez pas fait les sauvegardes. Vous avez un site web et vous vous rendez compte qu'il a été hacké par des Russes et qu'à la place de votre site, il y a des liens vers, des casinos en ligne ou des choses comme ça. Tout ça tous les trucs dont je vous parle là, c'est du vécu, c'est des choses que j'ai déjà vues chez des clients. Vous pouvez avoir un site web avec des problèmes de réglementation, avec la RGPD, avec des fontes qui n'ont pas été payées en termes de licence ou pas avec les bonnes licences, et vous recevez des lettres d'avocats, etc. Bien sûr, un site web, c'est aussi des coûts récurrents qu'il va falloir payer. Des fois, on se demande un peu ce qu'on paye et pourquoi on le paye. Donc, on nous dit que c'est de la maintenance, mais finalement, une maintenance, c'est payé pour avoir la même chose. Donc, c'est quand même un peu bizarre, ce truc-là. Des fois, quand on demande un nouveau bouton dans le menu, encore une fois, hein, ça c'est du vécu, on demande un nouveau bouton dans le menu et puis on nous propose une refonte complète du site à 3 000 €. Bon, il y a la galère de rajouter des fois des nouveaux contenus sur son site. On aimerait bien mettre à jour des trucs, mais on se rend compte que chaque fois qu'on essaye de faire une page, on casse le design qui est en place, on n'arrive pas à refaire pareil. Et donc finalement, ça devient il y a tellement de points bloquants qu'on abandonne. Il y a ce problème de ranking SEO, parce qu'avoir un site web, c'est bien, mais s'il apparaît sur Internet, c'est quand même mieux, parce qu'avoir un site web qui a aucun ranking sur les moteurs de recherche, ça sert quand même pas à grand-chose. Donc on aimerait bien améliorer son SEO, mais on sait pas comment. Des fois, on a l'impression de faire plein de bons trucs, puis en fait, techniquement, le site, comme il a une mauvaise construction, bah, il permet pas d'avoir un bon ranking SEO, quels que soient les efforts qu'on fait sur le contenu. Donc tout ça mélangé, bah, ça fait qu'un site web, pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est un poste qui prend plus de temps que de choses positives qu'il rapporte. Et du coup, ça devient une charge. Et nous, ce qu'on aurait aimé faire, c'est changer un peu ce truc-là. Que le site web, ça devienne quelque chose de simple. Si possible, qu'on prenne même du plaisir à créer des choses. Si possible, qu'ils nous viennent en aide quand on a besoin de suivi client pour, j'en sais rien, la gestion des contacts, la gestion des devis, ce genre de choses-là. Et donc, on s'est demandé pourquoi. Pourquoi un site web, c'est comme ça? Pourquoi il y a des bugs? Pourquoi il y a des mises à jour? Pourquoi des fois le SEO il marche pas? Pourquoi on peut se faire hacker, etc., etc. Et on s'est demandé pourquoi, et ça a été la base de la réflexion, toujours en gardant la tranquillité à l'esprit. Pourquoi c'était vraiment pas tranquille d'avoir un site web et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer ça? Alors, il y a la notion, moi, qui m'est venue en tout premier quand j'ai regardé un peu le web en France, notamment comment on fabriquait des sites web, ce que c'était, etc. C'est la notion de dette technique. Et la dette technique, c'est le fait d'avoir fait des choix techniques initiaux qui ont un coût. Alors, ça peut être un coût dans la maintenance, un coût dans le temps qu'on passe à faire des choses, etc. Mais qui ont un coût pour une entreprise dans le futur. Donc, je me suis dit, et peut-être que si les sites web sont construits avec des technologies qui ne sont pas forcément adaptées aux besoins des gens, peut-être que du coup, ça expliquerait pourquoi ils ont tous ces problèmes de maintenance, de changement de design, de publication de nouveaux contenus, etc. Donc, pour comprendre pourquoi il y a un problème de dette technique sur les sites tels qu'ils sont faits habituellement, donc par exemple avec WordPress, l'exemple que j'ai pris, je vais vous expliquer un peu comment ça marche un site web WordPress. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le client, c'est vous avec votre ordinateur ou votre téléphone portable. Et quand vous vous connectez, quand vous tapez l'adresse d'un site WordPress ou quand vous cliquez dans Google sur le lien vers un site WordPress, eh ben, vous allez vous connecter au serveur qui héberge ce site WordPress. C'est le grand rectangle orange. Et en premier, vous allez arriver sur quelque chose pardon, qui s'appelle Apache. Et Apache, il est là juste pour gérer la communication entre le navigateur de votre appareil et le reste du serveur. Ensuite, cet Apache, il va envoyer les requêtes par exemple, afficher la page d'accueil, il va envoyer cette requête-là à WordPress. WordPress va se dire, OK, on me demande la page d'accueil, donc pour la construire, j'ai besoin de plein de morceaux. Et donc ces morceaux, il va aller les chercher dans MySQL, qui est la base de données, qui est à chaque fois installée en même temps que WordPress.
Cette base de données va lui demander, bon, c'est quoi le texte d'intro? Et il va le donner à WordPress. Après, WordPress va lui dire, et c'est quoi l'image qu'on met à côté? Et la base de données va lui envoyer l'image. Et ensuite, il va lui dire, et c'est quoi le premier paragraphe? Et la base de données va lui répondre, voilà le premier paragraphe, etc. Donc, il y a plein d'allers-retours entre la base de données et WordPress. Et WordPress, à un moment, finit par avoir construit la page d'accueil. Et quand il a construit cette page d'accueil, il la repasse à Apache, qui peut la repasser au client, et s'affiche chez vous la page d'accueil que vous aviez demandé. Donc vous voyez que dans ce système-là, on a d'abord la requête du client, ensuite il y a WordPress qui construit la page, et enfin on peut l'afficher chez le client. Alors, ce système, il pose pas mal de problèmes parce qu'à chaque fois qu'on demande une page d'accueil, eh ben, il faut que on la reconstruise. Pour la reconstruire, il faut qu'on fasse plein d'appels à la base de données, etc. Donc, on a inventé un système qui s'appelle le cache. Et le cache, c'est que la première fois qu'un client demande la page d'accueil, WordPress le construit comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais cette fois-ci, avant de la refiler à Apache, il la met dans une boîte qui s'appelle le cache. Et Apache, il est malin parce que quand on va lui redemander une page d'accueil, il va d'abord aller vérifier si elle est présente dans le cache. Et si elle est présente dans le cache, plutôt que de redemander à WordPress de refabriquer la page d'accueil, etc., il va la prendre dans le cache et l'afficher directement chez le client. Donc on gagne quand même pas mal en rapidité, on n'a plus tous ces temps de construction, etc. On a mis aussi un cache entre WordPress et MySQL parce que WordPress, il passe son temps à demander finalement pour afficher une page les mêmes informations. Donc, si ensuite de la page d'accueil, on navigue sur une page service, on va redemander le logo pour construire la page, on va redemander le même menu pour construire la page, le même footer pour construire la page, peut-être des mêmes blocs à l'intérieur pour construire la page. Et donc tout ça, plutôt qu'à chaque fois faire des allers-retours avec la base de données, on a mis un cache au milieu dans lequel on garde en mémoire les éléments qui ont déjà été demandés, et ça permet à PHP d'aller un peu plus vite. Bon, ça paraît bien sur le papier. On se dit, OK, donc on a un système où il peut y avoir un peu des lenteurs d'aller-retour, etc. On a mis du cache, donc c'est devenu un petit peu plus rapide. Le problème, c'est que à force de rajouter des morceaux de choses et de faire des architectures de web qui sont un peu compliquées comme ça, on se retrouve avec des problèmes à tous les endroits. Donc, ce qui se passe entre le client et Apache, il faut vérifier que le serveur est pas en panne. Donc, il faut tout le temps monitorer parce que des fois, c'est un ordinateur, donc ça marche plus, il faut le redémarrer, etc. Donc, le serveur, c'est vous qui le gérez. Donc, il faut quand même regarder ce qui se passe ici. Si demain, vous avez, je sais pas, vous faites le buzz sur Internet, d'un coup, vous avez plein de trafic, il va y avoir des problèmes parce que ce pauvre petit serveur, il va plus pouvoir répondre à toutes les demandes, donc il va falloir aussi peut-être dédoubler, trouver d'autres serveurs, etc. Ensuite, on a rajouté du cache, c'est super, mais le problème, c'est qu'on ne sait plus si la page d'accueil qu'on demande, c'est bien celle qu'il faut afficher, ou s'il n'y en aurait pas une nouvelle qu'on aurait modifiée depuis, donc il faut vérifier que le cache est bien à jour, etc. Le problème, c'est que ce cache-là, il est un peu lié à ce cache-là, donc il faut vérifier que les deux caches sont bien synchronisés pour pas qu'il y ait de problème. WordPress, c'est un programme, donc il y a des problèmes de sécurité, donc il faut faire des mises à jour. On ne sait pas ce qui peut se passer avec le cache et la base de données. Des fois, il y a des incompatibilités, etc. Si on veut créer d'autres serveurs parce qu'on a beaucoup de trafic, il y a des problèmes de la base de données, elle est que sur un seul, donc il va falloir dédoubler la base de données, mais il va falloir qu'elles se mettent à jour ensemble. Donc il va falloir aussi créer des choses qui relient, qui synchronisent les bases de données entre eux. Enfin, vous voyez que c'est assez compliqué et qu'en fait, on a essayé de créer des solutions à des problèmes, et puis en fait, on s'est créé plus de problèmes que de solutions. C'est ce que j'ai illustré avec cette image-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que si vous avez un site WordPress, et notamment si vous êtes développeur WordPress, voilà votre métier. C'est à peu près ça, c'est-à-dire que ça prend l'eau à peu près de toutes parts, et du coup, vous passez votre temps à essayer de faire le ménage. Donc on est revenu à la base de ce que c'était un site web, ce qu'on devait faire pour afficher une page web sur l'ordinateur et le téléphone portable d'un client. Et on s'est dit, OK, voilà ce qui se passe. Le client, il fait sa demande pour afficher une page, on lui construit la page et ensuite on l'affiche. On s'est dit, tout ce bazar-là, là, de la construction de la page, c'est ce qui est long et c'est ce qui est problématique. Problématique, ça veut dire que c'est là qu'il peut y avoir du hacking, etc. Et c'est long parce que construire une page, c'est quand même pas rapide. Alors construire toutes les pages d'un site, quand il y a plein de personnes qui vous demandent plein de pages parce que vous avez beaucoup de trafic, ça peut être assez compliqué pour WordPress. Donc on s'est dit, et si
on prenait la partie construction de la page et qu'on le faisait avant que le client y demande. Donc on construit le site avant, comme ça, quand le client il fait sa requête, on n'a plus qu'à lui donner la page qui a déjà été préparée. Et ça, c'est très rapide parce qu'il n'y a rien à calculer, il n'y a pas d'aller-retour avec des bases de données, etc. Et c'est très sécurisé puisque la page elle a déjà été construite. Si vous voulez, c'est des fichiers, un peu comme des fichiers texte. Vous ne pouvez pas trop pirater des fichiers texte. Et donc, avec cette idée-là, on a abouti à cette architecture-là qui est un peu différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il y a la même chose au début. Vous avez un client avec son ordinateur ou son téléphone qui se connecte à un site web via son navigateur. Et cette fois-ci, la première différence, c'est que la partie en orange ici, qui correspondait au serveur tout à l'heure, ici, ça s'appelle un CDN. Un CDN, c'est un Content Distributed Network. Et le principe, c'est que c'est un réseau d'ordinateurs, c'est un réseau de serveurs, en fait, qui sont répartis un peu partout dans le monde. Alors, il y a plusieurs avantages à avoir un CDN. C'est que les données dans un CDN, elles sont dupliquées automatiquement. Donc, s'il y en a un qui tombe en panne, eh ben, vous pouvez toujours utiliser un autre. L'autre avantage, c'est que si vous avez des clients à l'international, bah, ils vont pouvoir se connecter à un serveur qui est proche de chez eux, plutôt que de tout faire à partir du serveur où il y a WordPress, par exemple, hébergé en France. Euh, enfin, il y a un dernier gros avantage, c'est que souvent les CDN, c'est pas nous qui les gérons. C'est des entreprises qui gèrent leur réseau d'ordinateurs. Donc en fait, toute la maintenance du serveur, le redémarrage des ordis, etc., les mises à jour, c'est pas nous qui les gérons, c'est eux qui le font. Donc ça, c'est bien pratique. On n'a déjà pas ça à gérer. Et en plus, on a une version déjà plus sécurisée que ce qu'on avait dans WordPress. Bon, maintenant, sur ces serveurs-là, il va bien falloir leur donner les fichiers de mon site pour qu'ils s'affichent chez le client. C'est là qu'intervient ces trois petits bonhommes-là. Alors, il y en a un, c'est Storyblock, le B qu'on voit ici. Il y en a un, c'est Astro, en gros, c'est le logiciel avec lequel je construis les sites web. Et le dernier, c'est Vercel, c'est une sorte d'hébergeur un peu malin qui est capable de construire, d'exécuter du code et de construire des sites web, en plus de les héberger. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, vous avez votre Storyblock, qui est votre gestionnaire de contenu. Vous, c'est là que vous allez vous connecter, c'est là que vous allez changer les phrases de votre site, rajouter des pages, changer les images, etc., mettre à jour les couleurs, ce que vous voulez. Et en fait, Vercel, donc votre hébergeur, il va prendre tout le contenu de votre site. Il va prendre tout le code que j'aurais fait. Et avec ça, il va pouvoir construire votre site, le pousser sur tous les serveurs du réseau, et ensuite le client, il n'aura plus qu'à aller le prendre, il sera déjà prêt. Bien sûr, quand on fait ça, on n'attend pas que le client demande sur le serveur pour demander à Vercel de construire. On construit au moment où on fait un changement de contenu, on est content de son contenu, on demande à Vercel de construire le site. Vercel construit les nouveaux fichiers du site, et si c'est bon, s'il n'y a pas de problème, si c'est pas cassé, hop, il les remplace automatiquement dans tous les serveurs pour que le client il soit sur la dernière version tout seul. Alors, il y a une petite flèche supplémentaire ici, c'est que je demande, moi, dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, à Vercel de construire un deuxième site web, qui lui est un tout petit peu différent, mais qui va nous permettre de prévisualiser ce qu'on fait pendant qu'on est en train de changer le contenu. Donc, vous aurez un site web qui est l'équivalent de ce qu'il y a ici, qui vous permet de prévisualiser vos changements. Seulement, quand vous faites des changements, ce site web-là va afficher des choses différentes des sites web qui sont affichés à partir de ce réseau de serveurs. Et quand vous allez décider de publier votre contenu, parce que vous serez, voilà, il n'y aura plus de fautes d'orthographe, les images seront belles, etc. À ce moment-là, bah, il va y avoir ce moment où quand vous cliquez sur publier, on va refabriquer le site web ici. Et là, la prévisualisation sera la même chose que ce qu'il y a ici, jusqu'à ce que vous rechangez le contenu et ainsi de suite. J'espère que j'ai été clair. C'était les moments les plus difficiles du speech. Hein? Tu peux dire que c'est une version brouillon. Oui, ça c'est la version brouillon. Donc vous faites une version brouillon, elle est visible ici, et ensuite quand vous en êtes content, vous pouvez publier votre brouillon, et à ce moment-là, il devient visible ici sur le CDN. Alors l'avantage de cette architecture, enfin les avantages, parce qu'il y en a quand même un paquet, c'est qu'il n'y a pas de maintenance. Il n'y a pas de maintenance parce que le réseau de serveurs, là, bah, c'est un réseau qui est géré par le prestataire et pas par moi. Donc moi, j'ai pas à faire de maintenance et vous non plus. Il n'y a pas de sauvegarde parce que, en fait, le système est fait de telle manière que le contenu est automatiquement sauvegardé, pardon, sur votre gestionnaire de contenu. Et pour la partie code de votre site, bah, c'est automatiquement sauvegardé chez l'hébergeur du code de site.
Donc il y a pas de sauvegarde à faire et en plus de ça, une des raisons pour lesquelles on fait des sauvegardes, c'est si un jour il y a le serveur qui plante, hop, on peut remettre la sauvegarde. Bon là, vous avez vu que si un jour il y a un serveur qui plante, bah, il y a tous les autres où il y a déjà la sauvegarde à l'intérieur, d'une certaine manière. Donc il y a pas besoin de faire de sauvegarde, il y a pas besoin de se préoccuper de ça. Il se trouve qu'il y a pas de frais d'hébergement parce que, je construis des sites, légers et qui en gros, les vous voyez ici les CDN là, les serveurs, ils deviennent payants à partir d'une certaine quantité de trafic et comme vous avez un site qui est très léger, même si vous avez beaucoup de trafic et ben, vous allez pas atteindre le seuil à partir duquel ça devient payant. Bon, si jamais vous atteignez le seuil à partir duquel c'est payant, j'avais calculé pour un client, je crois que c'était 1 million de pages par mois à peu près. Si vous atteignez ce million de pages par mois, eh ben, on sera toujours à temps de payer un serveur pour que ça continue de marcher. Je pense qu'avec 1 million de pages vues par an, on trouvera des moyens de financer la partie hébergement du site. Ensuite, vous avez une super sécurité. Pourquoi? Parce que les fichiers qui sont transmis à vos clients, en fait, votre client, il n'y a plus de flèche qui le relie directement à la base de données. Donc, il peut pas essayer de feinter un petit peu WordPress pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la base de données. C'est vous qui choisissez de fabriquer vos fichiers avec votre base de données. Et ça, c'est disponible que de ce côté du serveur, pas dans le serveur. Donc là, il n'y a plus d'attaque il y a plus d'attaque possible. Donc la sécurité, elle est vraiment très grande et en plus de ça, encore une fois, si vous avez un site qui tombe en panne, bah, vous avez tout le reste qui prend le relais automatiquement. Les performances sont très grandes parce que le code est créé, sur mesure, donc c'est du code qui est quand même assez propre, contrairement aux constructeurs de de code comme WordPress, et cetera. Et en plus de ça, le réseau là, le CDN, le réseau de serveurs, il est fait pour avoir des performances élevées. Alors il a des contraintes, on peut pas lui faire tourner des logiciels compliqués, on peut pas lui mettre trop des gros fichiers, mais par contre, pour ce qui est, petits fichiers pour afficher une page d'accueil, bah là, il y a pas plus fort que lui. J'ai appelé, enfin j'ai mis, composabilité. Composabilité, ça veut dire que vous pouvez utiliser les composants que vous voulez et ça, c'est un autre gros avantage, c'est que s'il y a des choses que vous voulez pas, vous les utilisez pas, elles se retrouveront pas à la fin et elles gêneront pas, elles viendront pas, ralentir WordPress, par exemple. Heu, on n'utilise que ce dont on a besoin et au contraire, c'est évolutif parce que si on a besoin de nouvelles choses, et ben, on peut tout à fait, rajouter quelque chose dans le code, rajouter quelque chose dans le gestionnaire de contenu et hop, ça va permettre d'apparaître dans votre future version du site. Et donc je reviens à ma tranquillité parce que pour nous, cette architecture de site web, c'est l'architecture qui permet, aux clients des sites web d'être le plus tranquille. Alors il se trouve que ça me permet à moi aussi d'être le plus tranquille. C'est win-win toujours. Alors, je vais maintenant qu'on a vu un peu l'architecture, je vais vous présenter surtout la partie qui vous intéresse et que vous allez manipuler si vous prenez un site web chez Web4, c'est votre gestionnaire de contenu. Votre gestionnaire de contenu, ça sera Storyblock. Pour l'instant, c'est ce que j'utilise. J'en ai utilisé d'autres déjà, mais Storyblock, c'est quand même mon préféré. Et donc, ça se présente comme ça. Vous voyez, ici, vous avez votre page internet qui s'affiche. Et à droite de ça, vous avez les différents morceaux de votre page d'internet. Vous pouvez cliquer dessus, modifier les images, modifier les phrases, etc. Donc, c'est vraiment très simple, graphique, intuitif. Je vais vous faire une démonstration en live juste après, mais je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'interface avant, pour qu'on puisse la comparer à ce qu'est l'interface WordPress aujourd'hui. Donc c'est une grande, alors là j'ai dû couper parce que c'était trop long, mais c'est une grande interface monolithique parce qu'à l'intérieur de cette interface-là, vous allez gérer à la fois, bah là vous voyez, il y a une boîte mail, les mises à jour, il y a l'analytics, donc les stats sur le site, il y a bon, les médias, les posts, les pages, bon, ça c'est, il en faut de toute manière, c'est de ça dont on parle quand on fait un site web. Mais là vous avez WooCommerce, puis vous avez des extensions, on ne sait pas trop ce que c'est, la Jetpack. Puis à l'intérieur de ça, vous avez des plugins. Alors est-ce que Jetpack c'est un plugin? Mais si oui, pourquoi il est là? Donc bon, on ne sait pas trop, mais c'est une énorme interface qui est quand même un peu lourde. Et à l'intérieur de cette interface, en plus, vous avez d'autres interfaces pour construire des sites. Et alors, ça peut sembler sympa parce que c'est du drag and drop, on appelle ça. Donc, on prend un morceau ici, hop, on le met là, ça fait une image. Le problème quand on construit les pages comme ça, c'est qu'on va avoir des problèmes de cohérence entre les pages. Si vous déplacez votre page et que vous la mettez pas exactement au même endroit que sur les pages d'avant, bah, votre design d'une page à l'autre, il va un petit peu bouger et ça fait pas forcément très professionnel.
Dans Storyblock, l'approche, elle est un petit peu différente. Ce qui se passe, c'est que si vous regardez une page web classique, vous avez des éléments qui vont pas bouger d'une page à l'autre. Donc, je pense notamment à la navigation et au footer, qui vont être communs entre toutes les pages. Et ensuite, à l'intérieur de la page, vous avez des grands blocs que j'ai appelés des composants. Donc, par exemple, ça, c'est un composant, ça va être une image et un texte lié souvent à cette image. C'est une certaine unité de contenu pour la rédaction. Et en fait, vous, ce que vous allez faire, c'est choisir quel composant vous mettez, dans quel ordre, comment vous les réorganisez sur la page, desquels vous avez besoin, etc. Alors, on choisit les composants en fonction de ce qu'on veut dire, en fonction du contenu du composant qu'on veut mettre sur le site. Donc, par exemple, si vous voulez mettre plein d'images, bah, vous allez choisir un composant qui sera une galerie d'images. Si au contraire, vous voulez mettre plein de texte, bah, vous allez choisir un bloc de texte, etc., etc. Donc, il y a plein de composants qui sont livrés avec mes sites et qui vous permettent de faire la plupart des choses qu'on fait sur un site, c'est-à-dire parler, raconter des choses, montrer des images, montrer des avis clients, mettre des formulaires de contact, etc., etc. Pour chaque composant, vous aurez une petite interface comme ça, toujours en face de votre site, une petite interface qui vous permettra de choisir quelle image vous mettez et d'écrire le texte que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc maintenant, c'est parti pour la démo en direct de Storyblock. Tout le monde voit toujours mon écran. On est passé dans Storyblock, c'est bon? Oui. Ouais. Ok, donc je vais aller dans ce que j'ai appelé le template, c'est la version du site que je livre quand je livre un site web à un client. Donc j'ai fait un template sur un restaurant parce qu'il fallait bien choisir quelque chose. Donc vous voyez, quand vous connectez à Storyblock, bon, en premier vous arrivez là, il faut savoir que si vous avez des besoins d'avoir plusieurs sites web, vous pouvez avoir plusieurs espaces. Donc là par exemple c'est mon site web à moi, et là c'est le template que j'utilise pour montrer et faire des démos. Mais je pourrais très bien avoir Anne-Moff ici, et du coup, je choisis dans quel espace je veux être pour gérer plusieurs sites. Donc là, j'ai choisi Template, et puis je tombe là-dessus. C'est mon petit tableau de bord qui me montre ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a des quotas. Donc si vous utilisez un peu trop de données, il va pas être content. Bon, franchement, vous avez les mains vraiment libres pour faire vraiment beaucoup de choses. Donc par exemple, le nombre de pages que vous pouvez mettre sur votre site, c'est 20 000. Je pense qu'avec 20 000 pages, on peut déjà faire des assez bons sites. Bon, il y a 2000 images qu'on peut mettre, par exemple. Après, il existe toujours des manières d'en mettre plus, mais effectivement, si on a besoin de plus de 2000 images, bah, ça demande de développer des choses peut-être un peu plus spécifiques pour la gestion des images. Donc, il vous montre votre activité récente, il y a quelques trucs sur le dashboard. Moi, à vrai dire, je l'utilise pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller directement dans ici, contenu, et c'est le contenu de mon site. Ici, dans le contenu, vous avez la liste des pages de votre site. Donc, je vois qu'il y a un dossier blog. Ici, il y a un truc de configuration globale, donc je ne vais pas trop y toucher pour l'instant. Et puis ensuite, il y a mes pages. Donc, il y a la page à propos, la page accueil, etc., etc. Donc, on va aller, j'en sais rien, pour commencer, on va aller sur ma page accueil. Donc, on clique sur la page accueil et on arrive sur ma page accueil qui s'affiche ici. Donc, c'est la page accueil de mon restaurant. Donc, je peux naviguer sur ma page accueil pour voir comment elle est. Et ici, je peux l'afficher en version mobile, par exemple, pour voir ce que ça donne. Et au contraire, je peux l'afficher pleine page aussi pour voir en un peu plus grand ce que ça dit. Si je veux modifier quelque chose dans ma page, bah, il suffit de cliquer à l'endroit où je veux modifier. Et ça m'ouvre automatiquement le composant sur lequel j'ai cliqué. Et donc là-dedans, dans mon composant héros, si c'est ça que je veux changer, je peux choisir différentes choses. Donc là, par exemple, j'avais mis une image et un texte côte à côte. Bah, je vais choisir de mettre l'image en fond et le texte par-dessus. Alors quand je clique sur enregistrer, hop, j'ai l'image en fond et le texte par-dessus. Alors je me rends compte que le texte est trop foncé maintenant. Alors là, j'ai un bouton pour inverser la couleur du texte. Hop, je fais ça et maintenant, voilà, mon nouveau composant héros me convient bien. Il est comme je veux, c'est parfait. Il se trouve que ici, je suis en train de prévisualiser mon site, mais mes clients ont toujours accès, eux, à l'ancienne version du site, tant que j'ai pas cliqué sur ce bouton publier ici. Si je clique sur ce bouton publier, ben, l'hébergeur Vercel, qu'on a vu tout à l'heure, va se remettre à reconstruire toutes les pages du site avec les modifications que j'ai faites. Et ensuite, quand ça sera prêt, bon, ça prend de 30 secondes à 2 minutes. Quand ça sera prêt, il va les pousser sur les nouveaux serveurs et les clients auront aussi accès à cette version-là de la page. Donc vous voyez, c'est assez simple. Ici, quand vous avez des gros blocs de texte, bah, vous avez un éditeur de texte qui ressemble à quelque chose comme Word. Si vous voulez travailler plus facilement, vous pouvez redimensionner les images pour avoir un peu plus de place, etc. Et à l'intérieur de ça, bah, je peux taper ce que je veux. Je peux taper une nouvelle ligne, par exemple.
Et donc, quand j'enregistre, ça va apparaître ici une nouvelle ligne en dessous. C'est aussi simple que ça. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont intégrés. Bon, moi, je les ai jamais trop utilisés. Donc, je sais pas si vous êtes fan de ça. Je sais que c'est ChatGPT qui l'utilise derrière. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT pour ça, bah, vous pouvez le retrouver ici avec des fonctions qu'il a faites qui sont un peu sympas pour simplifier, ajuster le ton, etc. Si je veux passer à un autre composant, bah, il suffit que je clique sur ce composant, j'arrive dessus et là je peux modifier l'image. Donc si je veux modifier une image, je peux cliquer par exemple sur ce bouton, j'arrive dans ma collection d'images et puis voilà, je choisis la tête du monsieur là, j'enregistre et maintenant j'ai la tête du monsieur qui apparaît ici. Quand je suis à un niveau un peu plus haut, au niveau de ma page, on voit qu'elle est construite avec une section héros, un bloc image, une galerie d'images avec un défilement horizontal, donc c'est ce truc-là, là. Elle est construite avec une liste de témoignages en dessous et puis les informations de contact un peu plus bas. Si je veux réorganiser mes blocs, bon, je fais des glissés déplacés. Donc par exemple, j'ai décidé que ma galerie d'images, je voulais qu'elle soit avant mon bloc de texte. Donc je le déplace, j'enregistre et ma galerie d'images se retrouve avant mon bloc de texte qui est ici. Quand vous gérez une page, vous avez accès aussi à la partie SEO. Donc ça, c'est une partie un peu technique. Je ne sais pas si tout le monde a vu ce que c'était, mais vous avez accès à tout ce qui se fait dans le SEO pour une page. Donc la balise title, la métadescription, si oui ou non ma page doit apparaître dans le sitemap, s'il y a une canonique, les robots, les images pour les réseaux, les balises schémas. Donc vous avez vraiment accès à tout ce qu'il vous faut dans cette partie-là. Mais dans la partie générale, on reste vraiment sur le design de la page. Donc là, on a vu comment on pouvait un peu modifier la page accueil, par exemple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... j'ai encore un petit peu de temps, on avait dit 45 minutes, c'est un peu court quand même, hein. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est, vous voyez, créer une nouvelle page. Donc il suffit d'aller ici, créer une nouvelle page. Je sais pas, je vais appeler ça cuisine à domicile. Et donc, voilà, il m'a proposé un slug, ça me convient très bien. Si j'ai envie de le changer, je peux mettre ça, il n'y a pas de problème. Je crée ma page, et là j'arrive, et bien sûr, elle est vide. Donc j'ajoute un nouveau bloc. À l'intérieur, je peux choisir parmi la liste de tous les blocs que j'ai la section héros qu'on a vu tout à l'heure. Je vais mettre l'image en fond. Je choisis une image. Ici, je mets un super texte. J'inverse parce qu'on a vu que c'était pas bon avec mes couleurs. J'ai mon texte qui apparaît comme ça. Alors, je voudrais le texte en un peu plus gros. Alors, je le mets en H1, par exemple, ici. Donc, hop, mon texte, il est un peu plus gros. Et puis là, je voudrais rajouter un bouton en dessous. Donc, je vais ici sur ajouter un bloc. Je mets un bouton. Dans mon bouton, je lui dis vers quoi? Bah, tiens, je vais mettre un bouton pour aller vers contact. Et donc, je vais mettre le texte qu'il va y avoir écrit à l'intérieur du bouton, je choisis la couleur du bouton, donc on va voir tout à l'heure que vous ne pouvez pas choisir directement les couleurs, c'est des couleurs qui ont été faites dans votre charte graphique, elle est rentrée dans le thème du site. Donc je ne sais pas, je vais le mettre en accent, je vais mettre un bouton bien gros, et le style, je veux choisir normal. Et donc je fais ça, j'ai mon gros bouton contactez-nous avec les couleurs qui vont bien dans mon site. Je pourrais créer d'autres composants à la suite de ça. Donc là, j'ai créé ma section héros. Je peux rajouter un nouveau composant. Je vais mettre un bloc de texte. Il y a une accroche. Je vais écrire que c'est une accroche. Ici, il y a un titre. Je vais écrire que c'est mon titre. Le niveau hiérarchique du titre, ça sera un H2. Et ici, je vais mettre du blabla. Et donc, quand je fais ça, ben, j'ai généré un petit bloc de texte avec mon accroche, mon titre et le blabla qui est en dessous. Je peux faire exactement la même chose qu'on a vu juste avant. Je continue avec tous les composants en fonction de mes besoins, de ce que j'ai envie de raconter sur cette page. Et j'ai créé ma nouvelle page. Encore une fois, tant que je n'ai pas cliqué sur publier, elle est toujours en brouillon. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle apparaît en gris ici. Elle est toujours en brouillon et du coup, elle n'apparaît pas encore sur mon site. Au moment où je clique ici, par exemple, et sur publier, ou je peux le faire directement depuis la page, hein, avec le bouton qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, ça va reconstruire le site et elle sera disponible pour les clients. Donc maintenant, j'ai créé une nouvelle page cuisine à domicile. Je vais montrer un truc que les gens
souvent un petit peu de mal à piger au début, ou oublient en tout cas après la formation, c'est qu'on a créé ma page cuisine à domicile, mais pour l'instant, si je reviens sur mon accueil ici, bah, j'ai aucun endroit pour y aller sur ma page cuisine à domicile. Donc là, je vais aller dans configuration globale du site, parce que le menu, c'est quelque chose qui est globalement sur toutes les pages. Et donc, je vais aller dans navigation. Et ici, dans navigation, vous voyez, il y a la configuration du menu, la configuration du footer. Et donc, je vais ajouter un nouvel item. Donc, il y a accueil, il y a propos, blog, FAQ, contact. Bah, après à propos, ici, je vais ajouter un nouvel item et je vais appeler ça. J'ai fait quoi déjà? Cuisine à domicile. Cuisine à domicile. Donc, je vais appeler ça comme ça. Et là, je choisis la page vers laquelle ça va renvoyer. Donc, cuisine à domicile. Hop, j'enregistre. Hop, j'enregistre. Et maintenant, si je reviens sur mon accueil, là, j'ai un nouvel item, cuisine à domicile. Donc, il faut savoir qu'à l'intérieur de cet item cuisine à domicile, vous pouvez, vous pourriez créer un item qui s'appelle service, par exemple, et à l'intérieur de service, choisir plusieurs liens. Donc, par exemple, cuisine à domicile et, j'en sais rien, un traiteur. Et du coup, ça transformera automatiquement dans le menu, il voit quand il y a plusieurs liens, ça transforme automatiquement dans le menu, ça met une petite flèche, et donc quand vous cliquez dessus, ça affiche cuisine à domicile et traiteur. Donc ça, c'est pour la partie navigation. Bien sûr, alors là, je ne l'ai pas fait, mais il y a la même chose dans le footer où vous retrouvez vos liens ici. Vous pourrez créer une nouvelle catégorie et mettre vos trucs. À l'intérieur de cette configuration globale, on a accès aux redirections, qui sont une partie technique d'un site, mais c'est utile pour gérer le site sur le long terme. Si un jour vous changez les noms des pages, les slugs des pages, si vous supprimez certaines pages, mais que c'est du contenu qui a été référencé chez Google, vous allez avoir besoin de faire des redirections d'une page vers l'autre. Ça, c'est à cet endroit que ça se gère assez facilement. Puis vous avez une partie thème ici. La partie thème, c'est ce qui va vous permettre de gérer tout ce qui a un rapport avec le thème du site. Donc, il va y avoir vos couleurs, les logos, le nom de la marque, les fontes que vous utilisez, les polices de caractères, etc., etc. Donc, vous gérez tout ça ici. Donc, par exemple, le favicon, c'est la petite icône qu'il y a en haut quand on affiche un site ici. Donc, je ne vais pas changer les couleurs parce que c'est un peu technique, mais par exemple, vous avez la gestion des arrondis. Donc là, vous voyez, tous mes blocs, ils sont à angle droit comme ça. Et moi, j'ai envie d'un truc un peu plus féminin, dirait Auré. Donc, je vais mettre des arrondis comme ça. Donc là, j'ai enregistré. Ça me permet de voir un petit peu ce que ça donne avec des arrondis. Ça me convient bien. Et donc, si je retourne maintenant dans mon accueil, hop, ici, et ben, tous les composants que j'ai créés, vous voyez maintenant, il y a des arrondis sur les images, il y a des arrondis sur cette image aussi, etc., etc. Toutes les petites boîtes ont des arrondis et c'est cohérent sur tout le site. Ça évite de choisir les arrondis à chaque fois et de faire un coup, ah, tiens, j'ai oublié l'arrondi. Donc vous avez différentes options pour le thème, mais entre vos couleurs, les fontes, la gestion un peu globale de à quoi ça ressemble avec les arrondis et la taille des éléments, on arrive la plupart du temps à coller aux chartes graphiques assez simples. En sachant que si vous avez des chartes graphiques et des besoins un peu plus complexes, eh ben, il y a toujours moyen de rajouter un composant sur mesure, de modifier, de partir de cette base, mais de modifier pour que ça s'adapte un peu plus à votre besoin. Le code, encore une fois, c'est moi qui le crée de A à Z. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux le modifier absolument comme je veux. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut faire à l'intérieur de ce truc-là, mais je pense qu'on a fait le tour dans un premier temps voilà, des fonctionnalités principales du site. Si, il y a un truc qui est sympa que je vous ai pas montré et qu'on peut faire rapidement. C'est par exemple mon truc cuisine à domicile. Je peux le sélectionner ici et décider de dupliquer la page. Et donc c'est bien pratique parce que si je veux créer mon traiteur dont je parlais tout à l'heure, je duplique, j'ai directement ma page traiteur qui est prête et elle a à l'intérieur exactement les mêmes composants que ma page cuisine à domicile. Et donc j'ai plus qu'à les modifier en disant ça c'est la partie traiteur ici. Donc j'enregistre et maintenant j'ai ma partie traiteur. Elle a été faite assez rapidement sans que j'ai besoin de resélectionner et de faire des allers-retours entre pages pour voir un peu ce que j'avais mis comme bloc. Voilà. Après, je prendrai vos questions. J'ai essayé de finir vite. Je prendrai vos questions comme ça, on pourra revenir là-dessus si vous voulez voir certaines choses.
Si je retourne dans ma présentation, qu'est-ce qui se passe globalement quand on prend un site chez nous? Il y a, un accompagnement. Il y a un accompagnement initial, pour la création des comptes, parce que vous allez créer des comptes chez plein de services, chez votre hébergeur, chez, l'hébergeur du code, chez Storyblock pour, votre CMS et cetera. Bon, donc comme vous êtes propriétaire de tout ça, c'est vous qui créez les comptes et je les crée avec vous, histoire que ça soit pas, une galère. Donc je fais des prises de contrôle à distance, par exemple. Ensuite, il y a une formation à la prise en main du CMS. Bien entendu, on essaye de voir le maximum de choses, ça dure à peu près 2 heures, je vais dire. Je prends une demi-journée pour faire ça, quoi. Et on essaie de voir un maximum de choses. S'il y a des choses qui viennent après, je reste disponible pour toutes les questions. Et une fois que vous avez construit votre site et que vous êtes prête à le mettre en ligne, même si c'est que partiellement, hein, vous pouvez tout à fait rajouter des pages une fois qu'il est en ligne, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout prêt tout de suite. Bah, là, il y a une partie où je vous accompagne aussi, où on peaufine en fonction des gens, comment dire, les composants s'adaptent plus ou moins à ce qu'ils veulent, etc. Donc, s'il faut augmenter la taille des images sur un composant, s'il faut changer la forme de je sais pas quoi, bah voilà, on va faire des petits peaufinages tant que ça ne demande pas trop de boulot et que c'est un peu rapide, ça me va très bien. Donc on peaufine et ensuite je suis là aussi pour la mise en ligne et la configuration de, vous savez, votre nom de domaine, etc. sur ce truc-là. Je vous ai pas dit, mais quand vous êtes en train de bosser, vous avez une adresse accessible en ligne, une adresse temporaire en fait, que je vous fournis gratuitement, qui est accessible en ligne, et ce qui fait que vous pouvez montrer le site web que vous êtes en train de fabriquer à votre famille, à vos copains, n'importe, sur votre téléphone, tester ce que ça donne, etc. En plus de cet accompagnement, il y a des livrables avec le site. Donc, il y en a 3 globalement. Le premier, c'est un document qui contient toutes les informations de connexion au service. Donc, pour retrouver les mots de passe que vous avez oubliés, etc. Ou si vous avez besoin de le passer à un autre développeur, bah, vous pouvez lui passer ce truc-là et à l'intérieur, il y a absolument toutes les informations dont il a besoin pour se connecter aux différents morceaux du site. Il y a une bibliothèque de composants où, en gros, c'est un fichier PDF qui contient un rendu, je sais pas comment appeler ça, wireframe, quoi, un rendu euh, sans images, mais avec des symboles de chaque composant. Donc, à la place des images, j'ai mis des grands rectangles barrés, etc. Le texte, il est remplacé par des petits morceaux, des petits blocs, des petits rectangles colorés. Et donc, ça vous permet de voir un peu chaque composant, comment il va rendre avant de l'utiliser. Il y en a qui aiment bien, plutôt que de tester directement sur Storyblock, il y en a qui aiment bien voir sur un PDF avant. Et à la fin, quand votre site est en ligne, je fais un audit technique de votre site. C'est l'occasion pour moi de vérifier que tout va bien et aussi de faire des petits aménagements s'il y a besoin. Et cet audit technique, il comprend en gros les tests PageSpeed Insight, donc les tests qui sont avec un outil qui est proposé par Google pour tester la rapidité, enfin les performances de votre site. Ça teste aussi l'accessibilité, ça teste le SEO technique de votre site et ça teste les bonnes pratiques en termes de code. Donc tout ça, je vous fournis l'audit. Je vous fournis un petit audit écologique aussi pour savoir voilà, quelle taille fait votre site, quel poids, quelle empreinte carbone il peut avoir. Et comme ça, on part, une fois que c'est terminé, sur de bonnes bases. Les audits techniques, je peux pas les faire avant parce qu'il faut que j'attende d'avoir votre contenu. Ça va dépendre de la quantité d'images que vous mettez, etc. Mais encore une fois, je l'ai pas dit par exemple, mais pour les images, vous pouvez mettre les images dans le format que vous voulez à l'intérieur de Storyblock. Et moi, je m'occupe de les retailler et de les convertir dans le bon format automatiquement à la construction du site. Ce qui fait que votre site, il est toujours optimisé pour les images. Et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec des formats AVIF, WebP, etc. En plus de ce site web, on est capable aussi, enfin je suis en mesure aussi de fournir un peu plus que ça. Je peux fournir le design system complet. Alors j'ai mis celui d'Audrey, j'espère qu'elle m'en voudra pas, mais je peux fournir un design system complet avec la création du logo, des couleurs, etc., etc. Euh, on peut fournir des composants sur mesure. S'il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans la bibliothèque, on peut très bien se dire j'aimerais quand même bien un calendrier, je sais pas quoi. Ouais, ben, on peut faire un composant sur mesure qui se rajoute au reste des blocs.
On peut imaginer des automatisations. Alors des choses que j'ai déjà mis en place, c'est par exemple, quand quelqu'un, sur son site publie un article sur son blog, automatiquement ça publie, un post sur LinkedIn et un post sur Instagram, avec, bah, voilà l'équivalent de ce qu'il y a dans l'article de blog. Donc ça lui évite de publier 3 fois ou de faire des copier-coller. Elle publie une fois sur son blog et ça se connecte automatiquement à LinkedIn, à son LinkedIn et à son Insta. Il peut y avoir des intégrations dedans, donc par exemple, il peut y avoir Brevo pour des newsletters, il peut y avoir, j'en sais rien, ça peut être tout un tas d'intégrations, il peut y avoir, Stripe, pour du paiement, il peut y avoir, plein de choses comme ça, après vous avez peut-être vous, des partenaires avec lesquels vous travaillez et qui ont des intégrations et on pourrait, tout à fait les rajouter sur le site. Heu et je pense que j'ai fait à peu près le tour et je vous ai pas pris trop de temps. Et merci. Du coup, je l'ai dit, je laisse Mr Bean le dire à ma place, mais